Si tu es intelligent, intelligente et noir de peau, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Sinon, je t'invite à passer ton chemin. Quand je parle d'intelligence ici, je parle simplement du fait d'apprendre à écouter avant de répondre. Si tu es prêt à écouter tout ce que j'ai à te dire ici et ensuite me répondre dans les commentaires par exemple, alors tu es le bienvenu. Mais si tu n'es pas capable d'avoir cette maîtrise de toi-même, alors clairement, je t'invite à passer ton chemin. Dans cette vidéo, je me propose de parler avec toi d'une situation assez grave qui fait l'actualité de la communauté noire en ce moment. La discrimination raciale en Chine. On a découvert aussi il y a de cela quelques jours des vidéos qui ont fait le tour du web, de la planète d'ailleurs, dans lesquelles on voyait des Noirs en Chine victimes de racisme flagrant évident. Des images insupportables, choquantes et clairement même énervantes. Mais face à ces images-là, on a eu une fois de plus le même type de réponse, à savoir la pleurnicherie. Certains ont proposé que l'on fasse de la réciprocité, œil pour œil, en oubliant que si on fait du œil pour œil, au final, on se retrouve tous les deux aveugles. D'autres ont proposé la violence, de frapper tous les Chinois qu'on pouvait rencontrer partout dans la rue. Et puis les autres, l'indifférence. Quoi qu'il en soit, je crois que la pleurnicherie ne va rien résoudre du tout, parce qu'on est déjà aujourd'hui à plusieurs événements comme ceux-là pour lesquels on a pleurniché et ça n'a rien changé. Deuxièmement, je crois que la Chine n'est pas réellement le problème. C'est vrai qu'elle est raciste et elle met en évidence par contre un problème beaucoup plus grand dont on va parler ici. Et puis tertio, je pense qu'il y a une solution, une seule et unique. Et ce n'est certainement pas celle à laquelle tu penses. Je te parlerai bien évidemment de la mienne dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est la première chaîne business et de très loin dédiée à la communauté noire. Tu trouveras donc ici les meilleurs contenus, astuces, techniques business, mais aussi les interviews d'entrepreneurs à succès qui te partageront leur parcours. Puis la deuxième chose, si tu es nouveau, je t'offre un petit cadeau qui est un livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement, moins d'une heure, et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à réussir dans les affaires. Donc, dans la barre de description, si tu veux l'obtenir. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas encore et ceux qui veulent découvrir toutes nos activités, rendez-vous sur notre site investiraupays.com. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous devez normalement être au courant du fait que le racisme est quelque chose qui n'est pas nouveau en Chine. En réalité, la Chine est un pays qui manifeste beaucoup de racisme vis-à-vis de la communauté noire. Quelques exemples tout simples pour pouvoir le démontrer. Je ne sais pas si vous avez vu cette publicité qui est passée clairement en Chine dans les grands écrans de télévision dans laquelle on faisait la promotion d'une marque de lessive. C'est une publicité qui a fait le tour du monde parce qu'elle était clairement raciste. Il s'agit d'un jeune homme qui a sa copine, qui vient la voir et qui est un jeune homme noir, je précise, qui a des taches de peinture sur lui. Donc la fille le prend pour le mettre dans la machine, histoire de dire qu'elle va laver le gars et le t-shirt. Et elle le met dans la machine à laver, elle ferme la machine à laver démarre et quelques secondes après, il ressort de la machine, juste que maintenant il est devenu blanc chinois et plus noir du tout. Donc en fait, l'homme tel qu'il est entré dans la machine, c'était un noir, la version sale, et quand il devient propre, la bonne version, c'est le chinois. Donc bien évidemment, ce genre de publicité-là, il y en a beaucoup. Mais clairement, le racisme est vraiment profondément ancré, malheureusement, en Chine par rapport à l'homme noir. Mais il y a d'autres preuves que celle-là. Prenons par exemple les frères qui travaillent et vivent en Chine. Il y a comme ça une forte communauté africaine qui vit et fait du business là-bas. Et bien, il y a eu plusieurs reportages qu'on a tous pu voir d'ailleurs dans lesquels ils expliquaient que les Chinois et eux sont très business friendly, amis dans le business en journée. D'accord? Ils peuvent faire des business sans aucun problème. Mais dès que le soir arrive, chacun va de son côté. D'ailleurs, ces Noirs-là n'ont même pas le droit d'aller s'amuser dans des établissements chinois. Il n'y a pas d'interdiction légale, mais quand ils viennent pour pouvoir entrer dans un club, pour aller s'amuser et danser, ça leur est complètement interdit. C'est quand même bizarre, non? Tu veux bien de mon argent en journée, mais quand je viens pour danser le soir, tu ne veux pas du tout que l'on soit proche. Mais c'est pas tout. Il y a encore bien d'autres exemples. Par exemple, pendant cette crise-là, suite aux sorties policières dans lesquelles ils ont commencé à rafler les Noirs un peu partout dans la ville, des magasins comme McDo en Chine, notamment à Canton, ont décidé de fermer l'accès aux Noirs. Je ne sais pas si tu as vu ces vidéos-là ou ces affiches-là. Ils ont carrément écrit des papiers qu'ils ont collés sur les portes en disant « Les Noirs ne seront plus autorisés à entrer dans des McDo ». Incroyable, n'est-ce pas, qu'on puisse en arriver jusque-là. Mais pas que dans les McDo. On a vu des images de Noirs qui veulent entrer dans des centres commerciaux pour aller faire des courses et les vigiles aux portes qui leur disent « Non, vous n'avez pas le droit d'entrer ». Donc clairement, on est vraiment dans une société qui manifeste de manière très ouverte son racisme vis-à-vis de l'homme noir. Ce n'est même pas comme dans certaines sociétés occidentales là où c'est un peu
dissimulé, tu vois. Là, c'est clair, c'est net, on te le montre. Le pire dans tout ça, c'est que les actes de racisme des Chinois vis-à-vis des Noirs ne se limitent pas en Chine. On en a même en Afrique. Et cela, bien évidemment, on n'en parle pas assez. Mais on a aujourd'hui des vidéos qui montrent, par exemple, des Chinois qui emploient des Noirs dans leur structure sur place et qui les fouettent quand ceux-ci viennent en retard. Tu imagines un peu le niveau? C'est-à-dire un Chinois qui en Afrique fouette des Africains avec des fouets qu'il a conçus. Il fouette des Africains, ce qui rappelle un lointain souvenir très douloureux. Là, maintenant, on n'est plus face au maître blanc, c'est plutôt le maître chinois, mais qui utilise la même méthodologie de fouetter des esclaves. Enfin, des esclaves. Là, pour le coup, ce sont des salariés pour pouvoir marquer ainsi sa domination, son territoire. Je ne sais pas trop quoi d'autre, simplement exprimer son racisme, quoi. Mais bon, bref, tout ceci pour dire que des exemples de marques de racisme sont assez nombreuses. Et très honnêtement, je peux comprendre que quand on voit toutes ces vidéos-là, on soit en colère. C'est un sentiment légitime et naturel. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette colère? Et c'est là où, bien évidemment, il y a une très grande différence, un très grand fossé entre ce que beaucoup de personnes prônent sur le net, qui est totalement inefficace et inefficient d'après moi, et ce que je vais te proposer aujourd'hui. Mais arrêtons-nous un peu de 30 secondes sur ce père de famille qui vient au travail et qui est en retard et qui accepte de venir se mettre en rang pour se faire fouetter par son patron. Qu'est-ce que tu penses de lui psychologiquement? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Imagine-toi juste une seconde, est-ce que tu imagines qu'un Français qui travaille en Afrique pour un patron noir, fût-il même cuisinier, penses-tu qu'il peut, parce qu'il est venu en retard, venir accepter de se mettre devant son maître, son patron, pour se faire fouetter? Penses-tu qu'un Japonais peut faire ça? Penses-tu qu'un Américain peut faire ça? Un Anglais, un Allemand, un Australien? Bien sûr que non. Ils vont tous refuser et trouver cela scandaleux comme proposition ou même comme attitude de la part de leur patron. Et pourtant, on voit que les Africains acceptent quand même d'être traités comme ça. Et il y a dans ce type de traitement-là une zone noire dont on ne parle jamais, mais dont je vais te parler dans la vidéo qui va paraître demain. Parce qu'en fait, il faut que l'on te dise la vérité sur ce qui se passe réellement en Afrique. Il y a beaucoup trop d'idéologie, beaucoup trop de rêves. Beaucoup de personnes s'imaginent une Afrique qui est parfois très différente de la réalité. Et la vidéo qui va paraître demain va certainement te choquer. Parce que autant tu vas être d'accord avec moi aujourd'hui, autant quand tu découvriras ce que je te dirai demain, tu te rendras compte que le problème est peut-être beaucoup plus grave. Et à ce moment-là, tu risqueras peut-être de ne pas être d'accord avec moi. Mais quoi qu'il en soit, attends la vidéo de demain parce que tu vas te rendre compte que ce que les Chinois font aux Noirs sur le continent est infiniment léger par rapport à ce que d'autres Noirs font à leurs propres frères sur le continent. Et ça, bien évidemment, on n'en parle pas, n'est-ce pas? Mais demain, je t'en parlerai. Revenons à notre sujet. Le mépris pour l'homme noir, il est généralisé sur la planète. Tout le monde méprise l'homme noir. 400 ans d'esclavage, plus de 300 ans de colonisation, forcément, ça donne le sentiment à tout le monde qu'il peut te faire ce qu'il a envie. Les humiliations que subissent les Noirs sont nombreuses, gravissimes, mais surtout banalisé. C'est devenu tellement monnaie courante qu'au final, on en parle comme si on parlait d'une actualité classique. La preuve, je ne sais pas si tu te rappelles encore de cela il y a quelques mois, du scandale de H&M qui avait fait une publicité avec un petit enfant noir sur laquelle il était écrit « The coolest monkey of the jungle ». Le singe le plus cool de la jungle. Cette image-là avait fait un tollé. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu, comme d'habitude, beaucoup de pleurniches et de personnes qui sont montées au micro pour pouvoir dire c'est inacceptable. H&M devrait présenter des excuses parce qu'en fait, c'est ce que beaucoup de gens cherchent, des excuses. H&M est venu, il s'est excusé, on est passé dessus. Encore plus récemment, on a eu la bavure des employés du slip français. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces deux cadres de l'entreprise qui s'étaient retrouvés dans une soirée privée supposément africaine, dans laquelle on voyait l'un danser comme un singe et l'autre faire un blackface et en train de rigoler et danser sur Saga Africa. Voilà bien évidemment l'image qu'ils ont des Noirs. Mais ça aussi, ça a fait un tollé et l'entreprise ne les a pas virés, juste une petite mise à pied. Et ensuite, la vie continue. Mais en réalité, s'il fallait que je te liste toutes les marques qui ont dérapé dans le racisme par rapport aux Noirs, la liste serait très longue. On parlerait de Gucci, on parlerait de Prada, on parlerait de Dove, de Pepsi, bref, j'en passe. Il y en a plein. Et donc, face à tout ça, on a souvent deux réactions. La première, c'est la pleurniche sur les réseaux sociaux, exiger des excuses, des excuses, des excuses. Ok, et on les obtient souvent. Et puis la deuxième, que certains courageux essaient de prendre, c'est le boycott. Mais là, bien évidemment, on est toujours consterné de constater que les actions de boycott ne marchent pas vraiment parce qu'une infime minorité décide de réellement boycotter et puis l'ultra-majorité continue de le faire. Par exemple, pour ne revenir qu'au cas des Chinois, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la communauté noire de décider de boycotter tous les commerces chinois? Qu'est-ce qui empêche la communauté noire de décider de boycotter tous les McDo? Eh bien évidemment, ça, on pourrait le décider, mais est-ce qu'on va pouvoir le faire? Non. Et on ne va pas pouvoir le faire pour une raison fondamentale dont on va aussi parler ici, c'est le manque d'alternatives. Parce que quand quelqu'un aujourd'hui a par exemple envie d'acheter de la nourriture africaine, dans bien des cas et dans beaucoup de quartiers, la seule personne qui les vend, c'est un Chinois. Donc dire qu'elle va boycotter le Chinois veut dire qu'elle ne mangera plus de cette nourriture. Et c'est un prix beaucoup trop difficile à payer pour certaines personnes qui décident bien évidemment d'y aller, même si c'est à contre-cœur quand même. Et quelque part,
il faut aussi essayer de les comprendre. Quand on dit qu'on boycotte H&M, qu'est-ce qu'on propose en contrepartie? Quand on dit qu'on boycotte, je ne sais pas trop moi, Prada ou tout ce que tu veux, qu'est-ce qu'on propose en contrepartie? Parce que tant qu'on ne propose rien en contrepartie du boycott, pour moi, ce n'est pas efficace. Mais pour aller plus loin, je voudrais que l'on s'inspire de la Chine. Parce que oui, la Chine aussi est souvent victime de discrimination sur les réseaux sociaux. La Chine aussi, lui arrive qu'il y ait des actes racistes qui sont posés à son encontre, notamment par l'Occident. Et l'un d'entre eux, par exemple, qui est très intéressant, se déroule en 2018 par la marque Dolce & Gabbana italienne, qui avait prévu de faire un défilé en novembre 2018 en Chine. Et quelques jours avant ce défilé-là, ils ont sorti une publicité pour pouvoir annoncer le défilé. Et qu'est-ce qu'on voyait dans la publicité? Une Chinoise à table avec des baguettes qui essayait de manger des plats italiens, des pizzas et d'autres plats italiens. Et elle n'y parvenait pas du tout. Donc elle était un peu ridicule face à l'alimentation, face à la nourriture qu'elle avait en face d'elle. Cette publicité-là a fait un tollé dans la communauté asiatique. Ils sont montés au créneau, aux réseaux sociaux, bousculés, demandé des excuses. Alors bien évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que Dolce & Gabbana s'est excusé. Mais qu'est-ce qui a suivi derrière? Le gouvernement chinois a décidé d'annuler la venue de Dolce & Gabbana en Chine. Tu vois donc que voilà la grosse différence entre ces États-là et malheureusement les attitudes africaines et des Noirs en général. Quand les Noirs se plaignent, il n'y a pas derrière un soutien fort qui vient marquer un acte qui décide réellement de poser un impact. Et ça, bien évidemment, tant qu'on aura bien évidemment uniquement une communauté qui se bat entre elles, sans avoir un gouvernement qui l'écoute et qui agit, on sera toujours handicapé. D'ailleurs, tu peux le constater avec la situation en Chine. À part l'ambassadeur du Nigeria qui s'est retrouvé à parler un tout petit peu, où sont passés les autres gouvernements? Le Kenya était concerné, le Ghana était concerné. On ne les a pas du tout entendus parler. Même pour assurer leur population et taper du poing sur la table, on ne les a pas vus du tout. Est-ce que vous imaginez qu'une telle scène aurait pu se passer avec la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et les gouvernements de ces pays-là restent silencieux? Impossible. Mais attention, je ne suis pas venu ici te proposer une solution qui dépendrait des États africains. Si je le faisais, je serais très naïf parce que je sais très bien que ce n'est pas demain la veille qu'ils changeront. Je suis venu te proposer une solution qui peut être autoportée par le peuple noir partout où il se trouve sur la planète. Il se trouve que quand on parle souvent de l'histoire des Noirs, on a tendance à revenir à l'Égypte ancienne. Mais beaucoup de gens ont tendance à parler de l'Égypte ancienne pour te parler uniquement des faits historiques, de ce que l'Égypte ancienne était glorieuse et surtout qu'elle était noire. Parce que bien évidemment, il y a cette guéguerre-là pour dire que les pharaons étaient des blancs ou des noirs. Et généralement, on a beaucoup d'échanges dans la communauté qui se limitent à dire que les Égyptiens étaient noirs. Et ça me désole beaucoup. Parce qu'en réalité, ce que nous devrions apprendre de l'Égypte antique, c'est la mentalité pharaonique. C'était une mentalité qui avait pour but de faire deux choses. Grandir et dominer. Retiens bien ces deux mots. Grandir et dominer. Ces mecs avec une telle mentalité de domination qu'ils ont construit pour les pharaons les bâtiments parmi les plus complexes de tous les temps. Les pyramides. Tu imagines que pour enterrer un pharaon, on construisait une pyramide. Et jusqu'aujourd'hui, malgré toute l'évolution de la science, on n'a pas tout compris des techniques qui étaient mises dans la construction des pyramides. Les mecs étaient super en avance. Ils étaient dans une mentalité de grandeur, de domination énormissime qui fait grandement défaut à la communauté de nos jours. Et je constate que tous les Noirs qui, même individuellement, ont été dotés de cette mentalité pharaonique, ont accompli des choses extraordinaires, des choses que personne ne pouvait prédire, des choses que l'on raconte juste, mais parfois dont on ne réalise pas l'ampleur de l'importance. Prenons un cas de figure très simple, très basique que l'on peut constater autour de nous tous les jours, le domaine du sport. Et prenons un sportif que finalement toute la planète noire et toute la planète football connaît, Samuel Eto'o. Vous vous rappelez de son divergent avec Pep Guardiola, son entraîneur en 2008? Il faut juste bien replacer le contexte. Pep Guardiola est l'entraîneur de l'équipe, c'est-à-dire c'est le mec qui est le boss, quoi. Normalement, le boss, c'est l'entraîneur. Et quand Pep Guardiola arrive au Barça en 2008, il ne veut pas de Samuel Eto'o dans son équipe. Malheureusement, il s'y prend très mal pour pouvoir communiquer cela. Et Samuel Eto'o se trouve dans une position dans laquelle il est très blessé. Très blessé par l'attitude d'un coach qui lui manque de respect publiquement. Et d'où vient ce manque de respect? Ce manque de respect s'explique par exemple par le fait que le coach Guardiola décide de changer les dossards des joueurs. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas à un coach de venir et dire « Toi, tu vas changer ton dossard et tu vas prendre le dossard de tel. » Or, le coach s'est permis de faire ça. Ce qui est bien évidemment une humiliation pour Samuel Eto'o qui était clairement l'un des tout meilleurs joueurs du club et du monde à ce moment-là. Mais mieux encore, il décide de le mettre au banc de touche. Donc, tu ne joueras pas cette saison.
Je ne sais pas si vous imaginez un peu pour l'un des meilleurs joueurs au monde de se retrouver dans ce type de situation-là. Un coach qui ne te parle pas, il ne communique pas avec toi, qui fait des choses dans ton dos, qui te met au banc de touche, t'humilie publiquement tous les jours devant tes copains de vestiaire qui avaient beaucoup de respect pour toi. C'est une situation très difficile. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous à la place d'Eto'o auraient certainement pleurniché. C'est quoi la pleurniche? C'est venir dans les médias, dire que le coach ne m'aime pas, dire que je ne réussis pas parce que le coach ne me fait pas jouer, et ainsi de suite. Et pourtant, à ce moment-là, bien précis de sa carrière, Samuel Eto'o a eu ce que moi j'appelle une réaction pharaonique. Il a décidé de dire « ça ne va pas se terminer comme ça en fait ». Et il a dit une phrase qui est juste énormissime et que l'on pourrait peut-être mal comprendre, dans laquelle il a dit « Ok, tu viendras me demander pardon ». Ça demande quand même, je veux dire, une sacrée confiance en soi de se dire « Waouh, le mec qui peut décider de me mettre au banc de touche, de me mettre à la réserve ou même hors du club, je le mets au défi et de cette manière publique, devant tout le monde, tu viendras me demander pardon. » Waouh! Samuel Eto'o a décidé de se surpasser. Et qu'est-ce qu'il a fait pour cela? À chaque fois que le coach Guardiola lui a donné quelques minutes de jeu, il l'a fait douter. Il s'est rendu tellement précieux qu'il devenait quasiment impossible, même pour quelqu'un qui ne voulait pas de lui, de ne pas le prendre. Il a eu 2 moments de jeu pendant lesquels à chaque fois il est entré au terrain, il a mis 3 buts. C'est quand même beaucoup, 3 buts. Dans des matchs où le club peinait à se démarquer, il a mis 3 buts à chaque fois qu'il est entré. Forcément, ça a fait que le coach a douté de ses positions et le coach est revenu sur sa décision en décidant de mettre Eto'o au terrain. Et cette saison-là, Eto'o a fait l'une de ses plus belles saisons de toute sa carrière. Il a terminé meilleur buteur d'Espagne, 35 buts marqués. Il a gagné la Champions League en marquant même jusqu'à la finale de la Champions League. Et bien évidemment, ceci faisant, il a permis à Guardiola de gagner ses premiers titres. Mais je crois que quelque part, Eto'o est devenu et est passé à cette dimension-là grâce à l'adversité que Guardiola lui a procurée. Guardiola n'espérait peut-être pas ça. Il espérait peut-être voir un joueur qui allait baisser les bras ou alors un joueur qui n'allait pas être finalement survolté et allait se dépasser de cette manière-là. Et pourtant, au travers de l'attitude d'Eto'o, qui est finalement l'attitude que moi je vois chez les pharaons, il a démontré la grandeur qui réside en réalité en chacun d'entre nous, mais que nous avons décidé de faire taire. Eto'o a décidé de se servir de sa colère pour se dépasser, pour se surpasser et éblouir le monde entier. Et je pense que c'est clairement le chemin que la communauté noire doit prendre désormais. On doit cesser de répondre aux humiliations par des cris simplement sur les réseaux sociaux. On doit considérer chaque humiliation, chaque attaque comme un appel à nous élever et à aller encore plus haut. Ma solution, elle est donc simple. La communauté doit apprendre à convertir sa colère en grandeur et en excellence. Je vous ai parlé de Samuel Eto'o, mais vous prenez tout le monde, tous les Noirs, dans leur domaine où ils ont été excellentissimes, vous allez voir qu'ils ont toujours imposé le respect. Guardiola a pu parler en fin de saison et jusqu'aujourd'hui, quand il parle d'Eto'o, il en parle avec beaucoup de respect. Mais que se serait-il passé si Eto'o avait décidé de se décourager, de baisser les bras et de laisser les choses se faire? Il serait devenu un anonyme, un joueur comme un autre, finalement. Nous avons donc le choix et clairement, nous pouvons faire que les choses changent. Imagine-toi à un tel instant que la diaspora africaine, qui est aussi nombreuse dans le monde et qui a tant d'argent, décidait de riposter à chaque fois qu'elle était humiliée de cette manière-là. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Prenons par exemple le cas de H&M. Est-ce que tu penses vraiment que si la diaspora noire décide de se mettre ensemble, on ne peut pas créer une structure équivalente à H&M? Bien sûr que si. Tu prends tous les pays africains que tu veux qui sont dans la diaspora, Mali, Sénégal, Cameroun, Bénin, Togo, il suffit que la diaspora de ce pays-là, avec toutes leurs élites, décide par an de mettre 10 millions d'euros de côté. Et c'est largement possible. 10 millions d'euros de côté tous les ans et tu vas te rendre compte que chacun des pays peut mobiliser 10 millions d'euros. Mais avec 10 millions d'euros, tu penses qu'on n'a pas les moyens de construire une structure qui va rivaliser avec H&M, au moins en France? Bien sûr que c'est possible, mais on ne le fait pas. Prenons le cas par exemple encore des commerces chinois dont on parle de boycott. Est-ce que tu penses vraiment que pour construire les commerces chinois que l'on voit ici, il faut des millions d'euros? Non. Avec 30-40 000 euros, tu peux construire un commerce beaucoup plus moderne même que les commerces chinois que tu as l'habitude de voir autour de toi. Et donc clairement, 40 000 euros, tu penses que 3-4 personnes de la communauté ne peuvent pas se mettre ensemble et mettre de côté 10 000 euros pour pouvoir faire un tel commerce? Bien sûr que si. Alors s'il faut 4 personnes pour pouvoir faire un commerce de cette nature-là, s'il faut même, supposons, mettre 100 000 euros pour faire une supérette de bon standing, 10 personnes peuvent se mettre et mettre chacun 10 000 euros sur la table pour faire 100 000 euros. Et on a une supérette. Et si 1000 personnes se mettent ainsi, tu as combien de supérettes? Tu en as 100. Avec 100 supérettes qui sont derrière le même label, on inonde un pays. Ce sont des initiatives en réalité qui dépendent de nous. Parce que si à chaque fois qu'un McDo décidait de nous attaquer comme ils peuvent le faire ou de nous mépriser, derrière, la communauté sortait sa propre chaîne de restaurants, très rapidement, au moins par peur de concurrence et de perdre de l'argent, beaucoup de personnes réfléchiraient bien avant de décider de s'attaquer à la communauté noire.
Mais nous avons décidé, malheureusement aujourd'hui, de répondre avec des pleurs, de répondre avec des larmes, de répondre avec les cris de désespoir, alors que nous avons cette arme-là, qui est ultime, qui est de décider désormais, face aux attaques, de répondre là où ça fait mal, à la caisse. Et ce faisant, donc, ça suppose que l'on se prépare, que l'on se met dans le bon état d'esprit, que l'on se mobilise et que l'on s'organise pour pouvoir créer, grandir et dominer. Je crois que c'est Karl Lagerfeld qui disait à l'époque que les Noirs n'avaient pas tant travaillé que ça. Bien sûr que si, les Noirs ont beaucoup travaillé. Malheureusement, ils ont été forcés à le faire et ils ont travaillé pour enrichir le blanc. Mais en réalité, l'homme noir a beaucoup travaillé. Aujourd'hui donc, j'appelle à un autre type de travail. Non plus un travail forcé par un blanc, non plus un travail sous l'emprise d'un fouet, mais un travail en concordance avec une vision, un travail en concordance avec une philosophie, un travail avec une perspective idéologique de retrouver la grandeur du peuple noir, de retrouver la grandeur qui a toujours animé nos pères, qui a toujours été en réalité au tréfonds de nous et que nous pouvons voir quand nous regardons une pyramide égyptienne. Je ne vois pas juste le fait que le pharaon était noir, je vois la grandeur et ça m'inspire. C'est réellement à ça que tous les royaumes doivent nous inviter. On ne doit pas se contenter de dire que l'Afrique avait des royaumes puissants quand l'Europe végétait. On doit pouvoir se dire, mais si on a eu Mansa Moussa, si on a eu le royaume du Mali, si on a eu l'empire Songhai, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette grandeur-là a disparu en nous? Rallumons-la, recherchons la flamme et ramenons-la à l'aube du jour. Il y a tellement de challenges dans notre génération. Ne soyons pas une génération qui se plaît et se complaît dans le passé. Soyons une génération qui s'attaque à ses problèmes dans sa génération. Et dans notre génération aujourd'hui, les amis, on a beaucoup de challenges. On a le racisme, mais il n'y a pas que ça. On a la corruption, il n'y a pas que ça. Il y a tellement d'autres challenges. Mais la communauté a déjà ce qu'il faut. Elle a déjà des talents, elle a déjà des individualités. Elle a déjà des personnes qui peuvent déjà montrer le chemin qu'il faut prendre. Ce qu'il faut maintenant, c'est coordonner tout ça, travailler ensemble et aller le plus haut possible. C'est ma réponse à la Chine. C'est la seule réponse qu'on puisse leur donner. Les Chinois respectent Aliko Dangote. Les Chinois respectent tous les Noirs de la planète qui sont élevés en position. Ils peuvent ne pas les aimer. Ils les respectent. Et on est bien d'accord. On ne demande pas qu'on nous aime. On demande du respect. Si tu veux donc qu'on t'aime, arrête simplement de le demander. Agis avec la grandeur qui est en toi et le respect viendra. Peu importe ton secteur, peu importe ton domaine, sois reconnu pour ton excellence, sois reconnu pour ta grandeur. Le gros problème que je rencontre dans la communauté afro par rapport au business, et je suis tout le temps dedans en train de travailler dans les business, c'est de me rendre compte que la communauté afro rêve trop petit. Quand un Américain lance un business, je ne cesserai de le dire, il pense à conquérir le monde. Quand un Africain lance un business, il pense à manger. Vous voyez le gros écart? On ne peut pas avoir le même type d'impact tant qu'on ne change pas notre mindset. Retrouvons donc le mindset pharaonique et les choses vont changer pour nous. Si tu penses que la communauté noire a besoin d'entendre ce message pour se mobiliser et agir ensemble, alors je compte sur toi pour le partager massivement. Ceux qui ne le savent peut-être pas, dans la barre de description, vous allez trouver un lien qui vous permet de rejoindre un groupe que l'on a créé dans lequel on veut toutes les synergies qui ont de l'argent et qui veulent travailler ensemble. Si vous avez 10, 15 000 euros, vous pouvez mobiliser ce type de somme pour réaliser des projets pharaoniques. Rejoignez-nous dans le groupe et on va travailler ensemble. On a besoin maintenant de cesser juste de parler et de commencer à construire des choses. 2020, c'est l'année du 20 sur 20. À très bientôt.